Le débat d'entre-deux tours sera-t-il décisif quand les Français se rendront aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche? Le président candidat Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen se sont affrontés donc pendant près de 3 heures hier soir sur France 2 et TF1. À 4 jours de l'échéance, 8 thèmes ont été abordés par les deux candidats: le pouvoir d'achat, la politique internationale, le modèle social français, l'environnement, la compétitivité, l'immigration, la sécurité, la jeunesse, les institutions. Il y a 5 ans, l'affiche était la même. Le débat avait été très mouvementé et la performance de Marine Le Pen très critiquée. Cette fois, la confrontation a peut-être été plus polissée sur la forme, mais les deux candidats ont exposé en tout cas des différences nettes en des termes parfois vifs. Et on va en parler justement ce matin avec Christophe Barbier, notre éditorialiste politique et journaliste. Il nous a rejoint en studio. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Et on vous retrouve justement dans 15 minutes à peine. Votre invité sera Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Alors une question peut-être un petit peu globale pour commencer, pour faire la comparaison avec le débat de 2017. Il était beaucoup plus apaisé qu'il y a 5 ans. Oui, bien sûr, beaucoup plus apaisé pour un simple phénomène. Il n'y a pas eu d'effondrement de Marine Le Pen. Il y a 5 ans, elle était partie un peu en vrille. C'était assez ahurissant. Du coup, ça avait un peu tué le débat parce qu'Emmanuel Macron boxait dans le vide. Elle boxait contre elle-même. Là, elle s'est tenue, non seulement dans le comportement, elle a tenu la distance. Ses propos étaient cohérents. Oui, on voit qu'elle a travaillé. Oui, elle avait travaillé. Et puis, elle avait un projet à défendre. Elle l'a défendu. Elle avait un bilan à attaquer, celui du président sortant. Elle l'a attaqué. La surprise est peut-être venue d'ailleurs d'un côté très offensif de la part d'Emmanuel Macron. C'est rare quand on a un président sortant. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing en 81 ou Nicolas Sarkozy en 2012 étaient beaucoup moins agressifs. Ils étaient plutôt en position. Ils tenaient la citadelle et ils attendaient d'être assiégés. Alors Marine Le Pen, vous nous l'avez dit, a été peut-être plus en difficulté que son rival. Ça a plutôt mal commencé d'ailleurs sur les salaires et le pouvoir d'achat. La candidate du RN qui défendait sa proposition d'exonérer de cotisations patronales les entreprises pour les inciter à augmenter de 10% les salaires inférieurs à 3 fois le SMIC. Ça s'est déjà mal passé dès le début pour elle. Oui, ça s'est pas bien passé parce que c'était la première question, c'était son terrain fétiche, elle était sur un terrain favorable et Emmanuel Macron a réussi à renverser son propos de deux manières. D'abord à propos des salaires en expliquant: vous n'augmenterez pas les salaires, vous pouvez inciter les employeurs à le faire, mais c'est pas le président de la République qui dit tiens, lundi matin, tout le monde est payé 10% de plus. C'est une décision d'entreprise. Donc ça a fragilisé la promesse de Marine Le Pen. Et l'autre argument du président, c'est sur la baisse de TVA. Outre le coût que ça représente pour les finances publiques, il lui a expliqué que autour de la table, elle, lui, les deux journalistes faisaient partie d'une catégorie sociale qui n'avait pas besoin d'une TVA à 0%. Et baisser la TVA pour tout le monde, c'est la baisser pour les plus pauvres, mais aussi pour les plus riches. Par ailleurs, on n'est jamais sûr que les intermédiaires répercutent vraiment la baisse. Alors les deux candidats se sont aussi opposés sur la gestion de la crise sanitaire et on a pu voir là une Marine Le Pen très offensive. Vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. C'est ce qu'a reproché Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Oui, elle a bien insisté sur le coût du quoi qu'il en coûte, parce que ce quoi qu'il en coûte, il faudra bien le payer un jour. Et puis elle a réussi quand même à mettre une flèche quand elle a parlé des commerces fermés, les fameux commerces non essentiels, toutes les erreurs un peu de la Mais il a dit qu'elle n'aurait pas fait mieux. Exactement. Et surtout, elle n'a pas réussi à dire ce qu'elle aurait fait. C'est là où le président Macron a botté en touche, comme on dit au rugby. Il leur dit très bien, parfait, bon, mais vous, qu'auriez-vous fait? Vous avez voté contre certaines dispositions et qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas fait le quoi qu'il en coûte? Par ailleurs, il a essayé de la contourner sur sa propre sociologie, puisqu'il est allé chercher les voix des petits commerçants, des petits artisans, qu'on sait souvent très favorables à un vote de droite dure, mais qui, sur le coup, ont été quand même assez sauvés par le gouvernement et par le quoi qu'il en coûte. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 400 000 pauvres supplémentaires sous votre quinquennat. Justement, nous sommes dans un pays où il y a 9,8 millions de pauvres. C'est ce qu'a lancé Marine Le Pen à Emmanuel Macron. L'objectif aussi, c'était peut-être de rallier des voix qui ne lui sont pas forcément favorables naturellement. L'extrême gauche, notamment, elle a joué sur cette dénonciation des injustices, sur l'émotion. Bien sûr, elle s'est montrée empathique, elle sait le faire. Elle est en effet l'une des porte-paroles des plus pauvres et des démunis. On sait que ceux qui sont dans la difficulté, ils s'expriment soit par un vote extrême, et très souvent extrême droite, soit par l'abstention. Elle est allée leur parler. Elle est de ce côté-là authentique. On peut pas dénier à Marine Le Pen le fait d'être proche des gens qui souffrent et d'essayer d'être leur porte-parole. D'autant que face à cela, Emmanuel Macron a une réponse macroéconomique ou macro-sociologique. Il prend les grands chiffres de l'économie, ceux du BIT, ceux de l'INSEE. Oui, mais Vous le êtes vécu le Mozart des gens, de la finance. voilà,
qu'elle a lancé. Le vécu des gens, c'est pas cela. Le vécu des gens, c'est comment faire un plein, comment remplir un caddie, la dégradation de leur situation personnelle. Et on a là le hiatus entre une France de la statistique, où beaucoup de choses se sont améliorées, et une France du vécu, où beaucoup de gens sont plus malheureux qu'il y a 5 ans. Ça, c'est un vrai échec d'Emmanuel Macron. On l'a vu d'ailleurs dans l'épisode des Gilets jaunes. Christophe, vous souhaitez intervenir ? Oui, donc là, on a effectivement parlé à juste titre du pouvoir d'achat, qui avait été le premier thème abordé hier soir. Il y a eu beaucoup de tensions aussi, on l'a entendu tout à l'heure, sur la question du voile, sur la question de l'immigration aussi. Là, finalement, c'est vraiment projet contre projet, mais c'est même deux visions de civilisation complètement opposées, finalement, que l'on a pu voir une fois de plus, je dirais. Oui, parce que derrière la volonté de Marine Le Pen, qu'elle a rappelé hier avec un petit lapsus au début, elle a dit je suis pour, je suis contre, enfin, elle s'est un peu emmêlée. Cette volonté d'interdire le voile dans l'espace public, il y a une grande difficulté à le mettre en œuvre. Une difficulté juridique par rapport à ce que le Conseil constitutionnel pourrait dire, ou les instances européennes. Une difficulté pratique, comment mettre des policiers dans la rue pour que toute femme avec un foulard soit poursuivie. Et puis, une difficulté philosophique, humaniste. On sait bien que la laïcité, ça protège ceux qui veulent exprimer une croyance ou une non-croyance. Et quand la laïcité devient la police de la religion, c'est extrêmement compliqué. Alors, Emmanuel Macron s'est lui-même décalé sur ce sujet. Il y a quelque temps, il nous disait le voile ne fait pas partie de la civilité française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la civilité ? C'est légal de porter le voile dans la rue, mais ce n'est pas culturel. En tout cas, c'est une évolution de la culture française. Et le président Macron a un peu oublié cette position-là, qu'on pourra d'ailleurs rappeler à Jean-Michel Blanquer, puisqu'il disait le voile n'est pas souhaitable. Le voile n'est pas souhaitable, ça veut dire que je le tolère, il est autorisé, mais je préférais... Il aimerait que les femmes elles-mêmes, d'elles-mêmes, fassent tomber le voile. Et c'est ça, en fait, le bon projet à mettre en place pour une laïcité macronienne, c'est de dire, on va essayer de convaincre les jeunes filles de ne pas aller vers le voile, parce que ça les coupe d'une certaine civilité, ça les coupe de leurs concitoyens, mais on n'interdira pas. Alors l'immigration, on en a parlé, l'écologie aussi, c'est l'autre sujet qui a été discuté lors du débat. C'était un thème sur lequel était attendu aussi Emmanuel Macron. On les a vus s'invectiver chacun avec des phrases choc, climato-sceptique contre climato-hypocrite. Est-ce que les deux candidats ont répondu, selon vous, aux attentes des Français sur ce point-là ? En tout cas, pas des Français les plus intéressés par l'écologie. Ouais. Ils sont frustrés parce que d'abord ça a été court, et puis on voit bien que sur ce sujet-là, Emmanuel Macron est un peu un converti de la dernière heure. Il y a eu des choses écologiques dans son bilan, c'est évident, mais quand même, il y a une accélération dans cet entre-deux-tours. On l'a vu au meeting de Marseille. Il y a un côté, je vous ai compris, amis écologistes, dans le discours de Macron. Il aurait pu faire plus, il promet de faire plus. Bon, est-ce qu'on lui donne quittance ? Marine Le Pen, elle, sur l'écologie, est handicapée parce que son calcul énergétique, son projet énergétique évacue trop les énergies renouvelables. Et son attitude sur les éoliennes, d'abord, a du mal à être démontrée comme étant praticable, mais surtout donne l'impression qu'elle limite l'inquiétude, qu'elle est dans une forme, en effet, de climato-scepticisme, même si sa réponse climato-hypocrite était une flèche très bien envoyée. Alors, avant de donner la réponse à la parole à Christophe, sur les réseaux sociaux, on a vu aussi que la candidate du RN a été beaucoup critiquée, raillée notamment pour avoir sorti donc ce tweet en feuille A4 tentant de se défendre sur la Russie. C'était un sujet aussi sur lequel on attendait Marine Le Pen au tournant. Elle s'est vue reprocher d'avoir contracté un prêt auprès d'une banque russe. Elle s'est finalement très mal défendue sur ce point. Oui, parce que c'est indéfendable, elle le sait bien. C'est un prêt auprès d'une banque qui a été renégocié plusieurs fois, qui a changé de titulaire, qui est maintenant dans les mains d'organismes assez proches du pouvoir. Ça peut expliquer son attitude passée, même si on peut lui faire crédit d'une véritable adhésion idéologique à ce qu'était Vladimir Poutine avant la guerre. Elle lui a pas accordé de prêt en France. Ah oui, mais Emmanuel Macron a bien expliqué qu'Éric Zemmour, lui, il a trouvé de l'argent en France. Donc pourquoi n'en a-t-il pas trouvé ? C'est vrai que la solvabilité du Front National RN depuis nombreuses années, depuis son père, n'incitait pas les prêteurs à aller vers elle. Néanmoins, l'idée de banque citoyenne portée par François Bayrou et promise par Emmanuel Macron était une bonne idée pour que la démocratie soit homogène, hermétique aux influences étrangères. Et Emmanuel Macron aurait dû tenir sa promesse. De ce côté-là, il s'est mis aussi un peu en faute. Christophe, vous souhaitez réagir ? Oui, qu'est-ce qui va se passer en fait maintenant, justement, à l'issue de ce débat ? D'abord, est-ce que ce débat, concrètement, peut changer des choses ? Alors, maintenant, on est à 3 jours du premier tour ou pas. Un sondage 59-41 en termes de crédibilité, donc finalement, les lignes ne devraient pas bouger ? Alors quand même, la crédibilité a été portée au crédit d'Emmanuel Macron. Les gens qui ont été interrogés par l'Institut ELAB hier ont dit à 50%
59%, il a été le plus convaincant. Donc, il emporte ce débat. Il emporte ce débat, non pas par KO comme la dernière fois, mais au point, comme on dit à la fin d'un match de boxe. C'était d'ailleurs pas de la boxe hier, c'était plutôt un débat très honorable et riche et intéressant. Maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas perdu d'électeurs. Elle devait en gagner parce qu'elle a du retard dans les sondages. Les indécis auront peut-être fait leur choix, mais ça va pas faire la différence en faveur de Marine Le Pen. Il lui reste 48 heures pour vraiment faire quelque chose d'extraordinaire et renverser le rapport de force. Sinon, si les jeux sont faits, elle se dirige vers une défaite plus honorable que la dernière fois. Elle peut être au-dessus de 45%, ce qui lui permettrait de s'inscrire dans le débat long, de ne pas prendre sa retraite et d'essayer de réorganiser cette droite de la droite pour laquelle elle va être une chef tout à fait naturelle. Si elle veut continuer en faisant 45, 46, 47%, elle peut continuer. Alors un dernier point très rapidement, faire voter aussi les abstentionnistes et notamment les jeunes personnes, puisque on les voit de plus en plus déconnectés finalement à la vie politique. On rappelle que les 18-34 ans se sont abstenus en masse lors du premier tour et justement pour la première fois le débat a été diffusé hier et commenté sur la plateforme Twitch qui a été très utilisée par les jeunes, qui est très utilisée depuis plusieurs mois. C'est quelque chose qui pourrait ramener selon vous des voix ? Oui, bien sûr, tous les médias, tous les canaux sont bons pour parler aux jeunes et les inciter à voter. Ils ne regardent plus forcément les canaux télévisés hertziens, il faut aller les chercher par les réseaux sociaux. Ils sont allés hier aussi chercher ces électeurs en parlant de leurs conditions. On a parlé de l'impact du confinement sur les jeunes, on a parlé éducation, on a parlé écologie. Donc il y a toutes les raisons pour que les 18-24 ans aillent voter. Moi j'aurais aimé qu'on parle un peu plus institution, parce qu'il faut aérer cette démocratie, et le droit de vote à 16 ans, le vote blanc compté parmi les suffrages exprimés, peut-être le vote obligatoire, des conférences de consensus. On aurait pu en parler un peu plus, on a simplement évoqué le RIC. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier pour toutes ces précisions. Notre invité, votre invité, dans 15 minutes à peine, ce sera Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Restez avec nous les amis, nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins sur Radio J.